La crise actuelle est le résultat d'un choc financier. Ce choc financier, c'est l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la crise des subprimes. Et cette crise des subprimes a déclenché plusieurs chocs. Tout d'abord, un crédit crunch, c'est-à-dire un choc de crédit qui a donné un choc d'offre, nous verrons pourquoi, et celui-ci va donner un choc de demande. Donc tous les chocs se trouvent réunis. Bon, voyons comment on passe de l'éclatement de la bulle immobilière au crédit crunch, c'est-à-dire à la chute du crédit. Eh bien, l'immobilier était géré essentiellement par les banques. Lorsque les ménages qui avaient emprunté aux banques n'ont pas pu rembourser et que les banques n'ont pas pu se payer sur la valeur des logements ou des maisons, il y a eu une crise bancaire puisque les banques se sont retrouvées avec des crédits qui ne pouvaient pas être remboursés. Donc, que font les banques? Eh bien, à ce moment-là, comme elles sont très fragiles, elles vont baisser l'octroi de crédit, donc plus de crédit ou très peu de crédit, et lorsque les entreprises veulent emprunter pour investir, elles ne le peuvent plus. Donc il y a un choc d'offres, c'est-à-dire pour les entreprises, la difficulté à produire parce qu'il y a une difficulté à investir, à renouveler le matériel, à acheter de nouveaux matériels, et donc un problème pour pouvoir augmenter ou moderniser leur production. Mais ce choc d'offre va aussi se transformer en choc de demande. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une baisse du crédit, cette baisse du crédit, elle va avoir des conséquences sur les ménages qui vont baisser leur consommation à crédit. Elle va avoir des conséquences sur la baisse des investissements, nous l'avons vu. Or, baisse de la consommation à crédit, baisse de l'investissement, ça fait baisser la demande globale. Donc, il y a un choc de demande. Mais ce choc de demande, il existe aussi pour une autre raison. En effet, quand la bulle immobilière a éclaté, tous les actifs mobiliers et immobiliers ont perdu de la valeur et donc le patrimoine des ménages et celui des entreprises ont perdu de leur valeur. Que font alors les uns et les autres? Eh bien, ils vont essayer de reconstituer leur patrimoine. Pour ça, ils ne vont pas emprunter, ils vont essayer d'abord de se désendetter. Et en se désendettant et en ne cherchant pas à consommer parce qu'il vaut mieux pour l'instant épargner, eh bien, ils font baisser la demande globale. Cette demande globale baisse, donc il y a un choc de demande. Donc on voit un double choc de demande, un choc d'offre et un choc de crédit. La crise actuelle a donc accumulé tous les chocs. Lorsque les entreprises sont donc soumises à un choc de crédit et à un choc d'offres, évidemment, leurs anticipations sont très pessimistes et si par-dessus le marché, elles sont soumises à un double choc de demande, on comprend que leur principale idée, c'est de baisser la production pour essayer de s'adapter et au choc d'offres et au choc de demande et si elles baissent leur production, eh bien, ou si elles cherchent à faire des gains de productivité, eh bien, elles vont licencier le personnel. Ça va faire donc augmenter le chômage. L'augmentation du chômage va entraîner une baisse de la consommation, donc un nouveau choc de demande. Et ce nouveau choc de demande va rendre les anticipations des entreprises encore plus pessimistes. Donc, on entre dans le cercle vicieux de la crise. L'Eurostat, c'est-à-dire l'organisme de statistiques européen, nous montre les conséquences de la crise de 2008 pour certains pays de la zone euro. En fait, quand on regarde ce graphique, c'est l'évolution des différents PIB que l'on voit. Ces PIB sont en volume, c'est-à-dire déflatés, et la base 100 se trouve au premier trimestre 2008. Donc nous avons les PIB en 2008 pour les différents pays. Or, que voit-on depuis 2008? C'est qu'aucun des pays
sauf l'Allemagne, n'a pu récupérer la production qui était celle de 2008. Tous les autres pays ont eu un PIB qui est inférieur à celui qui était le PIB de 2008. Et ceci, pour certains, de manière extrêmement importante. Par exemple, ici, l'Italie. On voit à quel point l'Italie a été touchée par la crise des subprimes et on voit que même après, en 2010, 2011, 2012, l'Italie n'a toujours pas récupéré. Elle se trouve aux environs de 95,5 d'indice. Donc elle a perdu 4,5% de PIB. Et on voit aussi un autre pays qui a beaucoup souffert, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, comme l'Italie, ont tendance, dans les prévisions de l'Eurostat, à voir leur PIB continuer à baisser et non pas, comme celui par exemple ici de la France, à se redresser extrêmement lentement. Dans cette crise, il existe un risque de déflation. Qu'est-ce que la déflation? Eh bien, la déflation, c'est le contraire de l'inflation. C'est-à-dire, c'est la baisse des grandes valeurs nominales que sont les prix, donc déflation égale baisse des prix, mais aussi en général baisse des salaires et baisse de la masse monétaire. Pourquoi parle-t-on de risque de la déflation? Parce que, en général, une déflation s'accompagne d'une baisse des grandeurs réelles que sont la demande, la production et l'emploi. C'est ce que nous allons essayer de voir. D'abord, peut-on réellement parler de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix? Quand on regarde cette carte publiée par Eurostat, nous nous apercevons que en octobre 2013, au moins 2 pays sont en déflation. D'une part, l'Irlande, avec moins 0,1%, c'est très faible, mais c'est déjà moins, c'est-à-dire c'est déjà une déflation. Mais surtout la Grèce, avec moins 1,9%, c'est-à-dire quasiment moins 2%. Quant aux autres pays, ils en sont tout près aussi. Le Portugal et l'Espagne sont à 0%. La France et l'Italie à 0,7%. Seule l'Allemagne a une très légère inflation puisqu'il s'agit d'une augmentation des prix de 1,2%. Quant à la zone euro dans son ensemble, elle est passée de 1,5% d'inflation à 0,7% dans l'ensemble de mai à octobre 2013. Donc on voit qu'il y a une très nette tendance vers la déflation. Pour certains économistes, la déflation est plutôt une bonne chose. Ces économistes, ce sont surtout les libéraux, et ils pensent que une bonne déflation va pouvoir assainir l'économie et va favoriser son redémarrage. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, la baisse des prix va éliminer les producteurs les moins efficaces. En effet, il existe des producteurs trop petits sans doute, en tous les cas pas assez modernes, et ils ne pourront pas vendre de manière rentable aux prix qui ont baissé. Donc, ils vont faire faillite. Il ne reste plus que les producteurs qui ont les reins solides. Tous les canards boiteux, comme ils les appellent, seront éliminés. Ensuite, le chômage contribue à la diminution des salaires. En effet, lorsqu'une entreprise a des problèmes en période de chômage, si elle demande à ses salariés d'accepter une diminution des salaires, ceux-ci vont réfléchir parce que si jamais ils n'acceptent pas, le risque c'est que l'entreprise fasse faillite, ils vont se retrouver au chômage avec fort peu de chances de retrouver du travail étant donné que le chômage est un chômage de masse. Donc, ils vont accepter des diminutions de salaire. Du reste, ça s'est fait à plusieurs reprises récemment. Donc, disent les libéraux, à un moment donné, les coûts de production vont devenir si faibles, parce que les salaires seront bas, que l'activité des producteurs, ceux qui ont survécu au moins, va reprendre et on va retrouver une croissance. En fait, ce phénomène que Jacques Rueff appelait la régulation par la faillite a fait l'objet d'une vive contestation.
Et pour beaucoup d'autres économistes, la déflation, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est du reste ce qu'avait montré Keynes à son époque. Du reste, nous voyons sur ce graphique où est notée l'inflation de la zone euro et les taux d'intérêt de la BCE, nous voyons que c'est cette inflation en question, qui est la ligne bleue ici, va passer en dessous de cette ligne verte, qui est l'objectif d'inflation de la BCE. On sait que la BCE a un objectif d'inflation à 2%, et nous voyons que dans la dernière période de 2013, l'inflation est passée en dessous de ce 2%, très nettement en dessous, et a une tendance très nette à la baisse, ce qui a obligé la Banque centrale à baisser ses taux d'intérêt, mais comme ils sont déjà proches de zéro, il ne peut plus les baisser beaucoup plus. Et donc, que faire pour essayer d'endiguer la déflation? Quels sont les risques de la déflation? La déflation peut être dangereuse parce qu'elle provoque un cercle vicieux. Voyons. En effet, la baisse des prix et des salaires, que provoque-t-elle? Elle provoque une baisse de la demande. Même si les prix baissent, si les salaires baissent aussi, la demande va baisser, la demande de biens et de services. Et cette baisse de la demande va être d'autant plus forte que puisque les prix baissent, les consommateurs risquent d'attendre que les prix baissent encore plus pour consommer. Donc pour l'instant, ils consomment le moins possible. Et si la demande de biens et de services baisse, il va y aussi avoir une baisse de la demande des biens de production. Les entreprises n'ont pas besoin d'acheter des machines si elles savent qu'elles ne vont pas augmenter leur production, étant donné qu'il y a une baisse de la demande. Donc baisse de la demande de biens de production, baisse de la demande de biens et de services. Donc le résultat, c'est une baisse de la demande globale. Quand il y a une baisse de la demande globale, évidemment, les entrepreneurs ont des anticipations pessimistes. Ils se disent que la demande baisse, donc il n'est pas question qu'ils augmentent leur production. Même, ils doivent la baisser pour s'adapter à la baisse de la demande. Et lorsque les entreprises baissent leur production, évidemment, elles licencient. Et elles provoquent alors une hausse du chômage. Cette hausse du chômage va provoquer à son tour une baisse de la consommation parce que bien évidemment les chômeurs ne sont pas de bons consommateurs. Et lorsque la consommation baisse, on se retrouve de nouveau avec une baisse de la demande de biens et de services, donc une baisse de la demande globale, etc., etc. Et on entre dans un cercle vicieux. Actuellement, même la Banque centrale craint la déflation. Et elle la craint d'autant plus que, comme nous l'avons vu, les taux d'intérêt, qui sont son principal instrument pour agir, les taux d'intérêt sont très proches de zéro, donc ils ne peuvent pas descendre en dessous de zéro, ce qui fait que la Banque centrale a peu de moyens d'agir contre la déflation. Quant à la politique budgétaire, elle ne peut pas agir non plus parce que pour l'instant, des pays comme la France ont des déficits et des dettes tellement élevées qu'il n'est pas question de faire une politique de relance. Donc, si jamais, ce que personne ne souhaite, la déflation s'imposait en Europe, eh bien, la crise s'approfondirait.